Allez, on vous parle, on vous reparle, ça fait 2 fois en une semaine, du Bitcoin qui avoisine, juste en dessous, ça ne les a pas touchés, à quelques dollars près, les 20 000 $, envolés de 175% depuis le début de l'année. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Comment on explique ce qui se passe là? Est-ce qu'on se dit que cette euphorie, est-ce que c'est différent cette fois-là? Parce qu'on retouche les niveaux quasiment de 20 000 $, le plus haut de fin décembre, de décembre 2017. Est-ce que cette fois-là c'est différent ou ça reste une nouvelle poussée de fièvre, de bulle? Disons que c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on retouche, en fait, on quasi-retouche, en fait, les plus hauts. Mais finalement, quand vous regardez les autres actifs risqués, c'est un peu la même chose partout. Regardez les marchés actions. Donc, la réponse, pour nous, c'est que ce n'est pas différent des fois précédentes. Alors, évidemment, il y a toujours une histoire qui se raconte lorsque une tendance est belle. Voilà, donc, plus 175% depuis le début de l'année, plus 350%. Alors qu'il était, le Bitcoin, à 3000... oui, 3500, il a dû descendre au mois de mars. Non, au mois de mars, non, il était à 5000 de mémoire. Alors peut-être en journée, il était descendu, mais enfin, il est passé en très peu de temps, de 10 000 $ à 5 000 $. Ouais. Donc, en fait, vous comment dire, anticipez mes propos qui vont suivre. Mais donc, non, donc très très beau chemin, et forcément qu'il y a un aussi beau chemin, les belles histoires en fait arrivent. Et donc, d'une certaine manière, les gens vont vous dire, oui, mais c'est pas la même chose. La dernière fois, c'était une bulle. Pourquoi les gens vous disent que c'était une bulle? Parce qu'on est passé à 20 000 et ensuite on était redescendu à 3 000. Ouais. Donc une chute absolument colossale qui a rincé tous les gens qui étaient arrivés au dernier moment. Comme souvent. Donc évidemment, les porteurs, en général. Les porteurs oui, les dernières entrées sont les premiers sortis, évidemment. C'est toujours la même chose sur les marchés financiers. Et donc forcément, les porteurs, dans leur cœur du Bitcoin, vous disent, mais non, cette fois, c'est pas la même chose. Alors il y a des éléments en fait qui ont changé. Je dirais que à la différence de la fois précédente, on avait une bulle spécifique à cette crypto-monnaie-là. Là, probablement, on est plutôt sur une tendance de bulle des actifs alternatifs, mais qui est généralisée, qui n'est pas uniquement circonstanciée. C'est quoi dans actifs alternatifs? Tout, c'est-à-dire, par exemple, regardez les actions value, celles qui sont les actions les plus cycliques, qui se sont fait massacrer littéralement en fait, pendant l'année, en très très peu de temps. Eh bien, le parcours de ces valeurs-là, elles font plus 30, plus 40, plus 50 en un mois. Oui, donc on est grosso modo sur les mêmes tendances que ce type d'actifs-là. Prenez l'obligataire high yield, c'est-à-dire le plus dégradé, le plus risqué. Tous ces actifs, vous savez, dans le monde des marchés financiers, les gens voient les actifs les uns à côté des autres. Ça veut dire quoi? Ils regardent les obligations, les actions, les actifs alternatifs, le private equity, la crypto-monnaie. Et souvent, les gens se disent, si j'achète des actions, les obligations vont baisser, etc. En fait, ça, c'est une erreur. La manière dont fonctionnent les actifs les uns avec les autres, c'est quoi? C'est qu'en réalité, vous avez des actifs considérés comme peu risqués, c'est le statut que donnent les investisseurs internationaux à ce type d'actifs, qui va être l'obligataire souverain, les GAFAM, ces actions qui sont quasi d'obligations, les obligations d'entreprise très bien notées, celles sur lesquelles on a de la visibilité. Ça, c'est les actifs du cœur. Eux, ils ne bougent pas, c'est ceux qui ont été résilients. Vous pouvez mettre l'or dedans, ou l'immobilier très bien situé, en fait, l'immobilier prime. Tout ça, c'est les actifs du cœur. Puis ensuite, vous avez les actifs à l'extérieur en fait de ce cœur, qui sont dans la couronne, on va dire, médiane. C'est la périphérie proche, si vous prenez l'analogie de Paris intramuros versus c'est la première couronne. Cette première couronne-là, vous allez trouver les autres actions, les actions grosses, les obligations investment grade mais triple B, un peu moins bien notées, le private equity aujourd'hui qui va se trouver à peu près dans cette... Et puis en fait, vous avez la dernière couche, la couronne lointaine, dans laquelle vous allez retrouver tous les actifs les plus risqués. Donc les actions value, celles qui sont très cycliques, très sensibles à la conjoncture, les actifs émergents, les actions émergentes, c'est pareil, c'est dans le statut qu'affublent les investisseurs internationaux à ce type d'actifs. Et vous avez les crypto-monnaies, qui sont finalement un actif parmi les autres qu'on va jouer à quel moment. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où ce n'est pas en réalité une bulle liée à la crypto-monnaie, c'est une bulle de la couronne, de la troisième couronne. La troisième couronne, exactement. Donc c'est une bulle de la troisième couronne dans laquelle on retrouve les values, dans lequel on retrouve donc les actifs qui vont progressivement en fait remonter, les actifs émergents, dans lequel on va retrouver les crypto-monnaies. Et donc d'une certaine manière, c'est simplement, le fait qu'il n'y a plus grand-chose à acheter dans le cœur. Donc il n'y a plus grand-chose à acheter, donc les prix se sont très bien comportés, et qu'aujourd'hui, on a des éléments positifs qui arrivent en fait sur le marché, qui vont pousser les investisseurs à plutôt maintenant aller s'orienter vers la troisième couronne, et c'est pour ça que les prix montent. Et les gens qui vous disent c'est parce que la crypto-monnaie ou le Bitcoin, ça ressemble à l'or, excusez-moi, l'or donc j'ai peut-être précédé la question. Non, mais moi j'ai lu, c'est un truc de dingue, on parle de grandes banques d'investissement qui ont fait ce parallèle-là entre l'or et le Bitcoin. On parle de JP Morgan, de Citibank, cette comparaison entre, encore une fois, le métal précieux et la crypto, qui pourrait lui faire concurrence comme monnaie alternative dans les prochaines années, c'est ce que dit carrément JP Morgan. Enfin, c'est pas une banque de débutants. Est-ce que ça n'a pas de sens pour vous de faire cette comparaison
Parce qu'on se dit voir le Bitcoin comme un actif refuge, waouh quoi. Alors, disons, bon, PrimeView, c'est pas JP Morgan, hein, même si on n'a pas la velléité de devenir aussi gros et aussi intelligent, mais d'une certaine manière, on se porte complètement faux par rapport à cela pour une raison toute simple. Déjà, la preuve par l'exemple. Un actif refuge qui fait moins 50% au mois de mars 2020, l'or ne fait pas moins de 50% quand tout s'effondre. C'est-à-dire que le Bitcoin s'est passé de 10 000 à 5 000 en quelques semaines. C'est-à-dire que vous dites à celui qui le possède, non, vous inquiétez pas, c'est un actif refuge. Quand les marchés actions font moins 30%, il fera moins 50%. Enfin, à un moment donné, il faut être raisonnable par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin et pourquoi, en réalité, la notion de crypto-monnaie, elle deviendra véritablement un actif refuge si ces crypto-monnaies-là sont éditées par des banques centrales associées à un pouvoir politique. Et c'est pour ça que ça porte mal son nom. On l'a souvent dit, selon nous, ce n'est pas une monnaie, la crypto-monnaie. C'est un actif technologique qui va monter, donc qui est dans lequel il y a beaucoup de risques, qui est assez spéculatif, qui va beaucoup monter. Parce que l'offre est contrainte. Parce que l'offre est contrainte et parce que Bitcoin, c'est 21 millions, c'est ça, de Bitcoin 21 millions au total. Il prévoit que ça soit atteint en 2140 pour le dernier émis. Enfin, ça, c'est un marché où on a une offre qui est fixe et une demande qui augmente, ça fait monter le prix. Et pourquoi la demande augmente? La question fondamentale, donc, c'est la demande. Ouais. Est-ce que la demande va structurellement augmenter? La raison pour laquelle on y voit une limite, alors ça peut monter de 20 000 à 100 000, mais ça peut aussi valoir zéro. C'est pour ça que l'analogie avec l'or n'est pas valable. J'ai vu certaines prévisions, conjectures d'experts, de stratèges qui effectivement parlent de Bitcoin à 100 000 $. Enfin, on se dit que c'est délirant. Non, à 350 000 $ en 2021 pour un analyse, je crois, de Citibank. Et certains vous disent aussi 1 million de dollars à horizon 5 ans. Enfin, c'est comme si on était à dîner et qu'on faisait des paris, j'allais employer un mot grossier, un peu léger, ça n'a aucun fondement. Mais simplement pour bien comprendre en quoi ce n'est pas une monnaie. Une monnaie, ça doit toujours être adossé à un pouvoir de légiférer. Toujours. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le pouvoir de battre monnaie, c'est un attribut du politique. Et pourquoi la réalité? C'est que ça ne peut pas jouer le rôle de valeur refuge. Parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement une monnaie d'échange de Bitcoin. Il y a des plateformes qui vont s'ouvrir. On a vu PayPal qui annonce un service d'achat et de vente de paiement, donc par crypto-monnaie. On dit que c'est quand même le genre de nouvelle qui crédibilise le Bitcoin, que l'utilisation soit de plus en plus répandue. Comme un actif. De casinotiers, j'ai vu qu'ils voulaient régler les gains de leurs clients en Bitcoin carrément. Comme un actif, mais pas comme une monnaie. Pourquoi? Pas comme une monnaie, comme ce qu'elle peut vous apporter comme visibilité. Tout simplement parce que du jour au lendemain, le pouvoir politique, s'il estime que le Bitcoin lui échappe et en gros évolue de manière est trop déflationniste, par exemple, parce que si le prix du Bitcoin augmente, eh bien vous pouvez avoir un effet déflationniste sur les prix de vente. Si grosso modo le Bitcoin ne répond pas aux attentes du politique, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien il peut l'interdire, point. Et là ça vaut zéro. Et là ça vaut 20 000, 100 000, zéro. Et donc la réalité, c'est qu'il faut comprendre qu'une monnaie en tant que telle ne peut pas être dissociée du pouvoir de battre monnaie et donc du pouvoir politique. Et c'est la raison pour laquelle c'est un actif qu'il faut savoir jouer. Donc il fallait le jouer comme un élément, comme un actif alternatif de la troisième couronne. Les conditions font qu'on voit la lumière à bout du tunnel avec le vaccin, que la prime de risque politique qui existait en Europe, qui existait aux États-Unis disparaît au regard en fait des derniers mois qui se sont passés. Et donc là, on a quoi? On a le fait que les investisseurs anticipent le fait qu'on a la lumière au bout du tunnel. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup de liquidités, la lumière au bout du tunnel, et donc on va aller naturellement jouer tous les actifs qui sont en troisième couronne. Et c'est pour ça que le Bitcoin, comme le reste, augmente, comme tout ce qui était considéré donc ça trouve, le Bitcoin va vers de nouveaux records. Évidemment. Enfin, ça peut monter encore une fois à 30, 40, 100 000. Celui qui vous dit « je sais » se trompe, parce que c'est tellement aussi anecdotique. Imaginez, il faut avoir aussi en tête le fait que si, on va dire, la tendance actuelle de lumière au bout du tunnel se concrétise et qu'on a des banques centrales qui continuent d'injecter de la liquidité, les investisseurs internationaux... C'est pas ça, parce que si la situation économique va mieux, on dit que les banques centrales vont commencer à réduire un petit peu la béquille monétaire. Oui, mais bon, elles nous démontrent le fait qu'elles ne l'ont pas fait depuis 10 ans, donc pour l'instant. Donc, on va rester sur ce scénario rose pour le Bitcoin et comme pour tous les actifs risqués. Beaucoup de liquidités, la lumière au bout du tunnel. Ça ne durera pas éternellement, mais quand c'est là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des investisseurs institutionnels, des grands investisseurs internationaux qui ont des tombereaux d'argent à investir et qui n'ont rien pour le supporter. Avec la lumière au bout du tunnel, ils vont faire quoi? Ils vont mettre un peu de crypto-monnaie, un peu d'actifs les plus risqués. C'est ce qu'on dit. On dit que ceux qui ont acheté en 2020 du Bitcoin, ce n'était plus seulement les particuliers, mais que ce sont des investisseurs professionnels, des instituts. Et cette flambée cette année est expliquée par justement la nature, le profil des investisseurs, ce qui serait un peu rassurant, non, quelque part. Ça dépend, pour quel statut, et on en revient à la question initiale, ça dépend pour quel statut. On oublie la refuge. Donc, ils l'ont acheté pourquoi? Parce qu'ils ont
compris qu'on était tombereau de liquidité, rien à acheter, que globalement on allait avoir une lumière au bout du tunnel. Ils ont acheté un truc hyper décoté dans des conditions. Mais ça reste du casino. Ça reste du spéculatif. C'est pas du casino. C'est-à-dire que c'est une bonne stratégie. Celui qui va dire, celui qui l'a acheté à 5 000, ça vaut 20 000 aujourd'hui, allez lui dire que c'est du casino. Non, pour un investisseur, c'est une bonne opération. Il faut savoir simplement que ce même investisseur qui l'a joué pour des raisons valables, à savoir les conditions allaient s'améliorer. Donc je joue tout ce qui est le plus décoté et tout ce qui est en troisième couronne. Donc à juste titre, je gagne beaucoup, sauf que le jour où les conditions vont être moins là, à savoir peut-être un jour la création monétaire, on va avoir des perspectives d'arrêt d'injection de liquidité comme celle-ci, et que la lumière au bout du tunnel ne sera pas si forte, il va se passer quoi pour le même investisseur institutionnel? C'est toujours la même histoire. Hein. Mais il sortira. Il sortira. Et c'est pour ça qu'il faut toujours considérer ça comme un actif alternatif qu'on va jouer lorsque les conditions sont propices, comme au cours des derniers mois. Avec une volatilité démentielle et bien pire que sur les marchés actions. Oui, mais enfin, c'est associé en fait à un actif alternatif. Les perspectives de gains sont élevées, mais en parallèle, la volatilité est forte. Et donc à partir de là, on sait que chez les institutionnels, chez les grands investisseurs, ils l'ont joué pour quelques pourcents. Ça peut représenter beaucoup. Quand vous parlez aux gens, c'est des milliards, mais ça reste simplement quelques pourcents. Ces quelques pourcents ont été très rentables. Mais à partir du moment où il va y avoir ne serait-ce qu'un doute sur le fait que l'aversion pour le risque va remonter parce qu'il y a peut-être un peu moins d'argent injecté par les banques centrales, vous verrez qu'ils le sortiront, mais à juste titre, d'une certaine Pour des raisons réglementaires ou de pouvoir politique aussi. Là, c'est malheureusement en fait le couperet qui existe sur toutes les crypto-monnaies qu'ils sont nés, mais sans être adossés à un pouvoir politique. Ce ne sont donc pas des monnaies, c'est un actif risqué qu'il faut jouer lorsque les investisseurs anticipent une baisse de l'aversion pour le risque et qu'il faut vendre lorsque on anticipe une augmentation de l'aversion pour le risque. C'est QFD. Merci en tout cas. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci David, c'était un plaisir de vous revoir en vrai. Pareil, cher Arnaud.